Bon, bonjour tout le monde. Le programme de l'après-midi n'est pas très lourd ni très compliqué, mais on va quand même éviter de prendre beaucoup de retard sur l'horaire. Donc, je dois simplement souhaiter la bienvenue aux nombreuses personnes qui nous ont rejointes pour l'inauguration de cette exposition sur Joseph Fourier. Vous savez qu'en cette année, on fête le 250e anniversaire de la naissance de Fourier. Il y a des célébrations un peu partout en France parce que c'est un personnage très important au niveau national, mais aussi au niveau de notre ville et de notre université. Donc il est évident que le laboratoire qui porte fièrement le nom de Fourier se devait de contribuer à ces célébrations, et une de ces contributions, c'est l'exposition que nous allons découvrir tout à l'heure. Donc cette exposition n'a pas été montée à partir de rien. Nous avons importé une dizaine de grands panneaux que vous verrez qui forment l'ossature de l'exposition, qui nous viennent de l'Institut Henri Poincaré, où une exposition a été créée et montée ce printemps. Donc j'en profite pour remercier la direction de l'IHP ainsi que les concepteurs de l'exposition là-bas, Jean Dombre, Alain Juel et Idriss Mazari, de nous avoir autorisés à faire revivre cette exposition ici à Grenoble et peut-être dans d'autres lieux encore. Puisque j'en suis au remerciement, il faut bien sûr que je mentionne les intervenants de l'après-midi. Donc d'abord Hervé Pajot, où est-il? Où est Hervé? Qui est le maître d'œuvre de ces célébrations. C'est grâce à lui que tout ceci a pu avoir lieu. Et puis notre collègue René Favier, historien, qui nous fera revivre l'époque de Grenoble, à l'époque de Fourier et de Champollion. Et puis Coriandre Villain, est-ce qu'il est déjà là? Non, c'est le maître de la machine. Machine, c'est cet ensemble de cylindres rutilants que vous avez peut-être aperçu si vous avez passé par l'exposition avant de venir. C'est un analyseur de spectre de Koenig, la première machine expérimentale révélant l'analyse, en utilisant l'analyse de Fourier, qui nous sera présentée ici, puis une démonstration aura lieu qui constituera le clou de l'exposition. Je ne dois pas oublier qu'en parallèle, il y a des jeux mathématiques et une petite exposition organisée par la Grange des Maths et une petite exposition complémentaire. Et un petit quiz et une exposition de la MJC Anatole France. Voilà. Bien sûr, préparer une telle exposition, c'est beaucoup de travail. Ça se remarque peut-être pas forcément. Il y a des choses qui sont évidentes dans un musée, mais qui le sont un petit peu moins dans un laboratoire de recherche. Donc je dois remercier tout particulièrement les personnes du personnel administratif de l'Institut Fourier qui se sont dépensées sans compter pour régler les innombrables problèmes pratiques, en particulier Fanny Bastien, Céline Deleval de Poisier et Francesca Lenardi, qui ont préparé les détails de cette exposition. En plus des 12 panneaux que j'ai mentionnés, il y a originales qui ont été débusquées par Hervé Pajot dans tout ce que la région compte de bibliothèques et de fonds d'archives. Certaines sont présentées au public pour la première fois, donc il y a toute une série de documents originaux, mais ça c'est à l'intérieur de la bibliothèque pour que nous puissions les mettre sous clé le soir venu. Oublié évidemment de saluer les personnes qui nous ont rejoints à l'occasion de cette inauguration, donc en particulier des représentants des tutelles de laboratoire, le CNRS représenté par Jérôme Paré, délégué régional. Je crois que c'est la première fois que tu viens ici, donc c'était l'occasion de l'inviter. Et puis Philippe Briand, qui lui connaît les locaux, directeur adjoint scientifique de l'INSMI, l'Institut national pour les sciences mathématiques et leurs interactions. Du côté de l'UGA, il y a aussi de dignes représentants. Où est Yacine Lacnèche? Ah, voilà, Yacine Lacnèche, que nous connaissons depuis longtemps, qui est actuellement notamment directeur exécutif de l'IDEX à Grenoble. Et puis Éric Saint-Amand, le VP Recherche, nous rejoindra lorsque son agenda le permettra. Et finalement, la ville de Grenoble est également représentée par Fabien Malbet, maire adjoint et collègue astrophysicien. Voilà, j'en ai presque terminé. Je voulais juste mentionner que le laboratoire organise aussi d'autres choses que l'inauguration de cette exposition à l'occasion des 250 ans de Fourier, notamment des conférences grand public. Ça, on fait presque de grandes conférences de vulgarisation scientifique, pas forcément mathématique, qui se tiennent en ville. La prochaine aura lieu dans une semaine exactement, mercredi 28 novembre à 19h, à l'amphi du CRDP, Canopée, c'est vers la station Chavant. L'orateur est Ronald Koifman de l'université Yale aux États-Unis et il parlera des oscillations de Fourier aux ondes gravitationnelles, la théorie analytique de la propagation de l'information. Il reste encore une petite centaine de places disponibles. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur Internet. Toutes les informations sur les affiches qui sont placardées un peu partout dans le bâtiment ou sur l'excellent site web du laboratoire. Donc, si vous voulez retenir, et ça vaut aussi pour les personnes de l'Institut Fourier, si vous voulez retenir vos places et vous ne l'avez pas encore fait, il faut vous dépêcher un petit peu parce que ça part vite. Finalement, puisque j'ai un auditoire nombreux, ce qui est rare, j'aimerais
profiter pour mentionner 2-3 choses au titre des actualités du laboratoire. Disons que cette année a été marquée par des événements un peu exceptionnels dans la rubrique prix et distinction. Donc j'aimerais quand même mentionner que notre collègue Yves Collin de Verdière a reçu la médaille Émile Picard de l'Académie des sciences, une distinction rare au sens littéral du terme, puisqu'elle n'est attribuée que tous les 6 ans. Et si vous regardez la liste des récipiendaires, ça donne envie d'y figurer. Et puis dans un registre tout aussi spectaculaire, il y a notre collègue Vincent Laforgue, récipiendaire du prix Breakthrough 2019, qui sera présent dans un quart d'heure environ. Ceux qui veulent le rencontrer à cette occasion, eh bien, il sera là. Et puis, de façon plus personnelle, disons, sans remonter jusqu'à Fourier et 250 ans, ce qui est vraiment un anniversaire impressionnant, il y a peut-être d'autres anniversaires un peu plus proches qu'il conviendrait de mentionner. Et j'aimerais mentionner tout de même notre collègue Bernard Malgrange, qui a eu 90 ans cette année, qui est toujours là, aussi longtemps que notre souvenir peut porter, même les plus anciens d'entre nous. Nous le voyons toujours assis dans cet amphi avec le même sourire. Alors, on n'a rien organisé pour ses 90 ans, parce qu'il nous l'a défendu explicitement, en tenant un discours du genre « J'ai déjà eu quelque chose pour mes 60 ans, pour mes 70 ans, pour mes 80 ans, il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Bon, ça s'arrêtera sans doute, mais peut-être que tout à l'heure, à l'occasion où nous lèverons notre verre, nous aurons une pensée pour cet anniversaire. » Je crois que c'est tout, donc je dois passer la parole à celui qui a vraiment travaillé pour cette exposition. Hervé ? Je vais faire une intervention en 2 temps. Je vais faire une intervention pour vous raconter un peu Fourier, puis après je vais faire une intervention pour peut-être plus personnelle. D'accord ? Donc, qui était Fourier ? Quand on s'appelait l'université Joseph Fourier, je demandais toujours à mes étudiants, mais pourquoi on s'appelle l'université Joseph Fourier ? Et donc, j'avais réponse 1, il est né à Grenoble. Donc, la réponse 2, c'est il est mort à Grenoble. Et réponse 3, je ne sais pas. Donc, la réponse 3 est la meilleure, en fait. Puisque Fourier, il est pas né à Grenoble, il est né, si ça marche, à Auxerre. Donc voilà sa maison natale. Et voilà la plaque sur sa maison natale. Donc Fourier est né en... pour les plus jeunes, je fais 2018 moins 250 ans. Sylvain, ça fait combien ? Donc il est né en 1568. Il est dans une famille qui est... alors on l'a souvent décrit comme une famille pauvre, mais elle est plutôt modeste que pauvre. Son père, il est tailleur d'habits. Il a 16 frères et sœurs. Mais c'est un deuxième... il y a eu 2 mariages. Le père a été marié avant, il y a eu 3 enfants, et puis il y en a eu 13. Et la plupart meurent en bas âge, ce qui était malheureusement courant à l'époque. Et puis ceux qui ont eu le malheur de survivre sont morts sur les champs de bataille. Mais Fourier, il est orphelin, lui, à 10 ans. Et il se trouve que ce type il avait été repéré comme étant, disons, un peu doué. Donc il rentre au collège militaire. Le collège militaire d'Auxerre, à cette époque-là, c'était les bénédictins qui tenaient le collège militaire. Donc vous voyez, le collège militaire. Alors comme ma vue ne s'améliore pas, je crois qu'il y a une plaque sur Fourier ici, mais j'ai pas réussi à voir. Et puis il se passionne pour les mathématiques. Donc il lit les traités de Bezout, de Clairaut. Alors peut-être que je reviens en arrière. Mais quand on était dans une école militaire à cette époque, il fallait choisir sa carrière. Soit vous devenez militaire, soit vous devenez religieux. Et donc, dans un premier temps, Fourier veut devenir artilleur.
Donc il y a un artilleur célèbre à cette époque-là, Bonaparte. Mais, alors c'est une phrase, j'ai jamais compris qui avait vraiment prononcé cette phrase. Il y a une phrase assez célèbre qui dit que Fourier n'entrera pas dans le corps de l'artillerie, même s'il était un second Newton, parce qu'il n'est pas noble. Donc Fourier est refusé. Et il se demande s'il ne va pas devenir moine. Et puis là, il a un moment de clairvoyance. Il se dit, je vais revenir sur les maths. Et revient au collège de Auxerre en tant qu'enseignant. Son premier papier, c'est à 17 ans, en théorie des nombres. Boum, c'est le cas de le dire, arrive la Révolution. Fourier s'engage dans la Révolution. Et donc, vous voyez là, il y a la création du Conseil populaire et vous avez la superbe signature de Fourier. Bon, il écrivait mal, je vous dis tout de suite. C'est-à-dire, mes étudiants se plaignent que j'écris très mal, mais j'ai trouvé mon maître, Fourier. Vous allez voir les lettres qu'on expose, c'est pas forcément très facile à lire. Donc Fourier s'engage dans la Révolution, mais la Révolution, vous savez, à cette époque-là, un jour on est au sommet, puis le jour suivant, il y a un gars qui vient avec un tranchoir, là, ça s'appelle la guillotine. Donc il est arrêté 2 fois, et il échappe à la guillotine, parce qu'il y a un gars qui passe avant, qui est Robespierre. Donc c'est le moment de la terreur, et Robespierre passe avant, et du coup Fourier est libéré. Ouais. On a failli, l'analyse harmonique a failli mourir à ce moment-là. Continuons l'histoire de Fourier avec l'Égypte. Alors, avant de parler de Fourier avec l'Égypte, en 1795 s'ouvre l'école normale. Donc l'école normale a été ouverte dans l'idée d'accueillir, justement dans l'esprit de la Révolution, on accueille les gens non pas parce qu'ils s'appellent de machin chose, mais parce qu'ils sont méritants. Fourier est envoyé. Il reçoit les cours des plus grands scientifiques de l'époque. Laplace, Lagrange, Monge. Mais l'expérience ne dure pas très longtemps. Mais il s'est fait repérer par Monge, qui est un des créateurs de l'école polytechnique. Et voici le buste de Fourier dans le hall de l'école polytechnique. Il devient chargé de cours. Là, Fourier se dit, c'est bon, ma carrière est assurée. Patatras. Arrive ce monsieur, Bonaparte. En 1798, il est décidé d'envoyer un corps expéditionnaire en Égypte pour enlever l'accès aux Indes aux Anglais. Il y avait aussi une petite idée derrière, c'est le camarade Bonaparte commençait à devenir un petit peu envahissant, autant l'envoyer en Égypte, on s'en débarrasse. Alors, Bonaparte part avec une armée, avec des gars et des fusils, hein, mais aussi avec une armée de savants. Bonaparte était membre de l'Académie, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le président, donc voilà, c'était quand même autre chose. Le président donc Bonaparte crée l'Institut d'Égypte. Le président, c'est Monge. Et ils vont visiter plein de sites archéologiques. Et ils vont écrire la description de l'Égypte, dont la préface est signée par le camarade Fourier, qui est secrétaire.
très modestement, Bonaparte est que vice-président de l'Institut d'Égypte. On présente ce truc dans l'expo. Et on présente une lettre de Monge, où Monge demande à Fourier de faire un comité de rédaction pour écrire ce truc. Il y a 10 tomes. Francesca, je parle sous ton contrôle. Je crois qu'il y a 10 tomes et 12 ou 13 volumes de planches. On rédige quand il est préfet de l'Isère. Fourier à Grenoble. Alors, là, je vous conseille, dans l'expo, nous avons sorti un livre d'Erivel, c'est en anglais, et il y a un superbe chapitre. Le chapitre s'appelle « L'exil en Égypte et à Grenoble ». Et le chapitre suivant, c'est « L'exil à Grenoble et à Lyon ». Moi, j'habite Domaine, donc là, je pense que je suis en totale déshérence, mais bon, c'est pas grave. Donc, la campagne d'Égypte se termine dans un fiasco total. Napoléon a compris qu'il fallait revenir en France, et il revient en France et il prend le pouvoir. Kléber, qui prend sa succession, est tué par un autochtone. Donc Fourier se retrouve brillamment à la tête de plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et ils arrivent à revenir en France, 1801. Simplement, on a laissé un peu de plume, la pierre de Rosette par exemple, il a fallu laisser aux Anglais. Alors d'habitude, les étudiants, critiquent que j'écris mal, et que je parle fort. Donc je vais parler plus fort. Donc Fourier revient en 1801, il revient en France, et là il se dit « Mon avenir est assuré, j'ai mon poste de chargé d'enseignement à l'école polytechnique, je vais retourner tranquillement, prendre mon poste. » Revers de l'histoire, encore une fois, son camarade Napoléon a décidé de remettre en place l'administration française. Et donc, il lui dit « Tu es nommé préfet à Grenoble. » L'exil, comme nous connaissons tous. Mais Fourier... c'est un homme c'est un homme d'État, donc il accepte. Et il est préfet à l'hôtel des Diguerres. C'est là où était la préfecture. À ce moment-là, c'était pas à la place Verdun. Sylvain, tu as l'air d'être dubitatif, mais on lui doit pas mal de choses, le col du Lautaret, la création des universités dont René va parler après, et puis à Grenoble, il rencontre les 2 frères Champollion. L'aîné, c'est celui qu'on appelle Champollion-Figeac. Il est né à Figeac. C'est pour ça qu'on... L'autre, je ne sais pas où il est né, mais on l'appelle Champollion le Jeune. Je ne pense pas qu'il est né à le Jeune. Et en fait, ils vont discuter énormément d'égyptologie, il va l'initier. Champollion va initier le Jeune, donc le Jeune est à... C'est lui. Et vous avez peut-être remarqué, j'ai mis un truc qui ressemble à ça. C'est ma femme. Coup dur. Mais en même temps, il fait des maths. Donc, dans son bureau de préfet, il fait des expériences.
Et on raconte que il fallait que la température soit constante. Donc il y a des thermomètres partout, et donc les valets ouvraient et fermaient les portes. Il n'y avait pas la clim. Pour maintenir la température constante. Et puis là, c'est des expériences qu'il fait. Il essaye de comprendre la chaleur. Continuons. Mais la chaleur, pas gagnée pour lui. 1807, premier manuscrit. Puis 1822, etc. Mais en 1815, à la chute de Napoléon, donc il était préfet d'Isère, à la chute de Napoléon, il devient préfet. Dans un premier temps, excusez-moi, il devient préfet du Rhône. Pendant une quinzaine de jours. Parce que, bon, de toute façon, c'est les 100 jours, hein, donc ça n'allait pas durer non plus longtemps. Et puis on lui demande de faire une purge, et il ne veut pas purger. Donc en 1815, il est à Pôle emploi. Bon, ça n'existait pas, mais vous imaginez. Et il vient à Paris. Et là, Gaspard de Chabrol, qui est son ancien élève à l'école polytechnique, qui l'a accompagné pendant la campagne d'Égypte, lui propose un poste à la préfecture de la Seine, donc à Paris, de statisticien. Et il écrira des manuels de statistiques. Donc Philippe vous fera un exposé sur les noms. Mais je reviens sur l'histoire de la théorie de la chaleur. 1807, premier manuscrit. Accueil mitigé. 1812, le manuscrit est primé à l'Académie des sciences, mais pas publié. Les ennemis de notre ami Fourier sont Poisson et Biot, entre autres. Donc Poisson et Biot sont ils critiquent la rigueur de ces calculs. Et évidemment, la convergence uniforme, etc., ça n'existait pas, donc c'est normal que ça. Il critique aussi son ouverture vers la physique. Il critique aussi. Pour faire court, Poisson critiquait tout. Mais Laplace commence à soutenir notre ami Fourier. Et c'est la consécration. Il rentre à l'Académie des sciences en 1818. Il est élu une première fois en 1816, mais il fallait passer par le roi. En 1816, c'est assez amusant parce que 1816, il y a 10 postes d'académiciens qui sont ouverts au public, parce qu'on a viré Napoléon, Carnot, Monge et 7 autres que j'ai oubliés. 1816, première élection, ça ne marche pas. 1818, ça passe. Théorie de la chaleur, ça paraît en 1822. Et un des trucs qu'on met dans l'expo, c'est qu'il a aidé Sophie Germain, qui est considérée comme la première mathématicienne française. Donc la tombe de Fourier, je ne sais pas si on doit dire amusant. En fait, il y a un buste. Le buste n'est pas de Fourier. Le buste a été volé et c'est un buste d'une tombe à côté qu'on a mis. Et cette vie passionnante est racontée dans une superbe BD qui est en vente juste là. Donc je vais dire alors quelques mots de la BD.
pour finir, et après, René, je te laisse la parole, et après Coriandre. La BD, une docu-BD, ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'un mathématicien, il ne fait pas de BD. Hein. Enfin, on n'en connaissait pas. Donc. Et j'ai associé plein de collègues. Donc il y a Fred Faure qui est quelque part, Romain Joly, Jean-Pierre, et des historiens, parce que bon, moi je n'y connais rien en histoire. René, Jean d'Ombre, Alain Juel. Et je trouve que c'est quelque chose assez qui sort un peu de l'ordinaire. Je vais vous faire, si vous me pardonnerez, une présentation plus sédentaire que celle d'Hervé Pageot. J'ai une formation qui est un peu différente, y compris une pratique pédagogique qui est un peu différente, même s'il y a quelques années que ça ne m'est plus arrivé. Et donc, je voudrais vous parler aujourd'hui, puisque c'est ce qui m'a été demandé, de l'université de Grenoble au temps de Joseph Fourier et d'une certaine manière du rôle que Joseph Fourier a joué au regard de cette université de Grenoble. Ce que je voudrais faire remarquer tout d'abord, c'est que si l'université de Grenoble est ancienne, puisqu'elle a été créée pour la première fois en 1339, jusqu'à la Révolution, il n'y a en fait pas grand-chose. L'université de Grenoble du Moyen-Âge dure quelques dizaines d'années, on ne sait pas très bien comment elle disparaît. Elle est recréée entre 1542 et 1660. Après, il n'y a plus rien sous l'Ancien Régime. Il y a une université à Valence qui a été créée au XVe siècle. Et il faut attendre l'époque impériale pour que soit créée, dans le cadre de l'université impériale, des facultés à Grenoble, avec notamment l'appui de Joseph Fourier pour faire de Grenoble une ville universitaire. Donc l'université de Grenoble commence avec Joseph Fourier. Et je voudrais, dans un premier temps, évoquer ce contexte général, c'est-à-dire celui de la restauration, ou de la création, de la restauration des universités à l'époque révolutionnaire et impériale, avant de revenir plus particulièrement au cas grenoblois. Par rapport aux autres pays européens, l'histoire des universités en France se caractérise par une rupture profonde. On supprime les universités d'Ancien Régime en 1792. Ce n'est pas le cas dans les autres pays d'Europe. En France, on supprime ces universités et on reconstruit un système d'enseignement secondaire et supérieur original à partir de 1794. En 1793, la Convention supprime donc ces universités. On laisse subsister quelques établissements, le Collège de France, le Jardin du Roi, qui est rebaptisé Muséum d'histoire naturelle, l'Observatoire de Paris, et des écoles spécialisées pour échaussées, mines, ou l'école centrale des travaux publics, qui devient l'école polytechnique, en 1794. Et puis quelques écoles de santé, il y en a 3 au début seulement, Paris, Strasbourg et Montpellier, et la première version de ce qui va devenir l'école normale supérieure, qu'on vous a présenté tout à l'heure. À Grenoble, participe de ce mouvement en 1795, l'école centrale. Et une école centrale est installée dans les locaux de l'ancien collège des Jésuites, en plein centre-ville. Mais il faut attendre, comme partout en France, l'époque impériale pour que réapparaisse une structure universitaire. Et la création de l'université impériale se fait dans plusieurs temps. Il y a d'abord une première loi, en 1802, qui organise un système intégré d'enseignement qui va du primaire à l'enseignement supérieur, avec donc des sections primaires, une section secondaire qui est le lycée, qui est le noyau central, et puis des écoles supérieures, des écoles spéciales de droit, de médecine, de mécanique, de dessin. Le lycée, c'est l'organe central de ce nouveau système, et les meilleurs élèves du lycée accèdent par concours à un niveau supérieur, au niveau de l'enseignement supérieur, que sont ces écoles. Et puis, deuxième temps, la loi de 1806, complétée par un décret de l'année suivante en 1807, qui réorganise cet enseignement supérieur et qui crée l'université impériale. Une université impériale qui se divise en autant d'académies qu'il y a en France de cours d'appel et qui sont administrées, ces académies, par des recteurs assistés par un conseil académique. Au sein de cette université française, de cette université impériale, il y a 12 écoles de droit. On ne parle pas encore de faculté en 1806. Il y a 12 écoles de droit. Il y a 6 écoles de médecine, dont 3 dans les pays conquis. Et puis, la même année, en 1806, est décidée la création de nouveaux établissements qu'on va appeler des facultés, faculté des lettres et faculté des sciences, que l'on doit installer dans chacune de ces différentes académies qui sont chargées de délivrer les nouveaux diplômes, désormais nationaux, baccalauréat, licence et doctorat. Alors, je voudrais faire
rappel ici, simplement parce qu'il je crois important, sur la vocation donnée à ce système universitaire qui se construit à l'époque impériale. Il faut donner à l'État, à cette société post-révolutionnaire, des cadres nécessaires à la stabilisation d'un pays qui a été bouleversé par 20 ans de troubles et pour contrôler les formations qui sont données en conformité avec ce nouvel ordre social. Et donc, contrairement aux ambitions universalistes qui ont souvent été portées pendant la Révolution par des gens comme Talleyrand ou Condorcet, c'est une vision étroitement utilitariste que l'on rencontre dans ces universités, dans ces facultés, qui sont créées. On abandonne toute idée de culture scientifique. Les facultés se consacrent à l'enseignement d'une discipline, à la préparation d'une profession, et l'utilitarisme est inscrit dans la loi. Et dans son mémoire, dont je voudrais citer un court extrait, mais qui est intéressant, dans son mémoire sur la faculté des sciences de Grenoble, publié en 1912, à l'occasion du premier centenaire de la faculté des sciences, le doyen Collet résume bien cette dualité fondatrice de l'enseignement supérieur en France et des perspectives offertes aux nouvelles facultés au début du XIXe siècle. Et en même temps, d'une certaine manière, vous allez le voir, une certaine tension entre l'université et les grandes écoles. C'est Collet qui parle de l'université au début du XIXe siècle. Pour Napoléon, cette vaste création, soigneusement hiérarchisée, doit être un instrument de règne dont l'action s'exercera avant tout dans l'intérêt de l'État et dans celui du souverain. L'objectif n'est pas de créer des foyers d'enseignement ou de recherche savante. Non, toute préoccupation de l'ordre scientifique est étrangère à leur fondation. Leur destination véritable est d'ordre administratif, c'est la collation des grades. Les facultés auraient pu très bien préparer à ces grandes écoles des services publics qui requièrent des connaissances scientifiques élevées, ponts et chaussées, mines, construction navale, école d'application, du génie d'artillerie, mais elles venaient trop tard. Depuis 15 ans, l'école polytechnique monopolisait toutes ces préparations et drainait à son profit le meilleur de la jeunesse française, ne laissant guère aux facultés naissantes que des épaves des concours, parmi lesquelles pouvaient heureusement se rencontrer parfois des éléments d'une réelle valeur. On voit quel abîme sépare la triste réalité des projets grandioses de Condorcet. Tout ça fait écho, à des actualités qu'on ne peut naturellement évoquer. Alors, ça c'est le cadre général. Deuxième élément, la création des facultés grenobloises. Je voudrais d'abord donner la chronologie et je reviendrai ensuite sur le fond. La chronologie, c'est d'abord une école de droit qui est créée en 1806, qui devient une faculté de droit en 1808. C'est ensuite la faculté des lettres en 1810 et c'est enfin la faculté des sciences en 1811. Tout un mouvement dans lequel Fourier s'est fortement investi, même s'il n'est pas le créateur, mais il est l'accompagnateur puisqu'il est le représentant de l'État à Grenoble, dans le département de l'Isère et au sein de l'Académie. En fait, Fourier s'investit avant dans l'enseignement supérieur. Dès 1802-1803, quand est créé le lycée de Grenoble, il se mobilise dans l'ensemble de l'Académie pour drainer des élèves, pour amener des enfants vers ce lycée de Grenoble. Il multiplie les déplacements dans les écoles secondaires, notamment à l'occasion de la distribution des prix, pour encourager les meilleurs élèves à candidater, à venir à ces écoles. Ainsi, lors de la distribution des prix de l'école secondaire de Vorep, il demande aux élèves d'abréger leurs vacances et de se tenir prêts pour l'examen que doivent faire incessamment les commissaires du gouvernement chargés d'organiser le lycée de Grenoble et de désigner les élèves des écoles secondaires pour les places gratuites de ce nouvel établissement. Et puis à partir de 1804-1805, c'est au profit des facultés donc que son intervention se manifeste. Alors sur la chronologie n'est pas inintéressante. La première, c'est le droit. Parce que le droit, il y a une antériorité à Grenoble du droit, c'est fondamental. C'est pour le droit que l'université a été créée au XIVe siècle, elle a été reconstituée au XVIe siècle, on a essayé de la recréer au XVIIIe siècle. Et les enseignements supérieurs de droit ont été continués à Grenoble, même s'il n'y a pas eu véritablement de structure institutionnelle. Et sous la Révolution, on maintient ce type de formation parce qu'on est dans une ville de justice. Et en 1795, Jacques Berriat-Saint-Prix, qui sera un des premiers professeurs de la faculté de droit, a au lycée une cinquantaine d'élèves en droit civil et économie politique, et ils sont près de 200 au début de l'Empire. Pour autant, quand on décide de créer une faculté de droit au sein de l'Académie de Grenoble, on ne sait pas exactement où ça va se passer parce qu'il y a des tensions. Et en particulier, il y a une revendication de la part de Valence, ancienne ville universitaire, qui dit « mais c'est normal que ce soit chez moi. On avait le droit jusqu'en 1792, il faut rétablir là. » Il y a d'autres éléments à proximité à Lyon aussi. Ce n'est pas l'Académie, mais c'est aux portes. À Lyon, il n'y a rien, il n'y a pas de structure universitaire. Mais il y a des tentatives pour ramener cela. Clairement, la création de l'école de droit de Grenoble, puis de la faculté, est affaire de lobbying. Et dans ce lobbying, Fourier, comme le maire de Grenoble, Reynoldan,
Reynoldan, comme le président de la Cour d'appel, le président de Barral, jouent un rôle tout à fait fondamental et obtiennent satisfaction. Je passe naturellement sur les éléments de ce lobbying. La décision est prise de fait dès 1805 et c'est le 10 Brumaire en 14, 1er novembre 1805, un mois exactement avant la bataille d'Austerlitz, que Napoléon signe le décret créant l'école de droit de Grenoble, qui va devenir ensuite la faculté, dans une ville qui s'appelle Braunau, qui est la ville de naissance d'Hitler. Et on crée là 5 chaires de droit, une de droit romain, 3 de droit civil et une de droit criminel. Et le 22 décembre 1805, cette école de droit est créée, inaugurée, en présence du directeur général de l'instruction publique et du préfet Joseph Fourier. La seconde faculté à s'organiser, c'est la faculté des lettres. La faculté des lettres, c'est la continuation normale du lycée d'une certaine manière. Et quand on crée cette faculté, la plupart des professeurs viennent de ce lycée, souvent d'ailleurs de formation ecclésiastique. Mais à côté de cette continuité, il y a des personnalités nouvelles qui interviennent. Et là, le rôle de Fourier est essentiel parce que c'est lui qui d'abord va chercher le responsable de la bibliothèque de la ville, qui s'appelle Jean-François Champollion, Jacques Champollion-Figeac, et qui intervient auprès du grand maître de l'Université de France, Louis de Fontane, pour recommander cette personne. Et Champollion, donc Figeac, devient professeur de littérature grecque. Et puis pour la chaire d'histoire, on va chercher un obscur pour nous, un journaliste, un poète local qui a publié une petite pièce qui est célèbre à l'époque, et on le bombarde professeur de droit. Sauf que ce monsieur a 72 ans, il ne faut surtout pas qu'il ait d'élèves. Alors on le bombarde doyen de la faculté des lettres, mais on lui adjoint un jeune secrétaire qui s'appelle Jean-François Champollion, et qui sera le véritable premier professeur de la faculté, professeur d'histoire de la faculté des lettres de Grenoble. Quand vous passez devant le bâtiment de l'hôtel de Marcieux, dont je dirai un mot tout à l'heure, vers la rue Général Marchand, vous avez une plaque qui précise que les deux Champollion ont enseigné ici à la faculté des lettres de Grenoble. Et cette faculté est inaugurée le 26 mai 1810 et le 30 mai, les leçons inaugurales de Champollion notamment sont prononcées en présence de Joseph Fourier. Et puis les sciences. Oui, Hervé Pajou l'a bien dit, Grenoble c'est un exil. Il n'y a rien. Créer une faculté des sciences à Grenoble en 1808, 9, 10, 11. Pourquoi ? Il n'y a rien. Il n'y a pas de tradition d'enseignement scientifique, il n'y a même pas de tradition d'enseignement médical, pardon. Donc, nulle part, il n'y a pas beaucoup en France, mais à Grenoble, c'est extrêmement difficile. C'est un lieu tout à fait particulier. Mais la création s'impose par la force de la loi. Il faut créer des facultés de sciences en même temps qu'une faculté des lettres. Et cette faculté aura été, et malgré la présence de Fourier, beaucoup de mal à démarrer. Fourier, il est préfet, c'est un administratif, il n'est pas du tout un scientifique. C'est vrai que se couper avec Paris, c'est difficile, parce que quand il vient à Grenoble, il quitte son milieu scientifique. Et c'est tellement difficile à Grenoble qu'on prévoit 4 chaires, qu'on n'arrive pas à en pourvoir 4, on n'en pourvoit que 3. Une de mathématiques appliquées et une de physique et chimie. Et avec ces trois chaires, elle est alors la plus petite de toutes les universités, de toutes les facultés des sciences créées en France. Alors, je veux dire que c'est un vrai exil, effectivement. Le titre que vous évoquez, au regard du poids spécifique de ce que sont les facultés en 1811, et à sa réalité. Et rien ne dit mieux la modestie de cette faculté dans sa phase initiale que le fait que, en l'absence de locaux convenables, c'est la faculté de droit qui est organisée l'inauguration de la faculté des sciences. Parce qu'il n'y a pas de locaux pour la faculté des sciences. Et quand l'inauguration est organisée, en plus, Fourier n'est pas là parce qu'il est malade. Donc la faculté ne naît pas dans un contexte particulièrement favorable. Je ne dis rien sur la médecine parce qu'il n'y a pas de faculté de médecine à Grenoble. Il y a une tentative de créer une faculté de médecine en 1812, mais ça échoue complètement. Il faut attendre 1820 pour qu'il y ait une école de médecine à Grenoble. Il y a des cours qui sont donnés à l'hôpital, et vous le savez, il faut attendre 1962 pour que cette faculté soit créée. Le troisième élément sur lequel que je voudrais évoquer ici, c'est le problème de loger ces facultés dans la ville. Et singulièrement, j'y reviendrai plus particulièrement là-dessus, sur la faculté des sciences. À défaut de tradition universitaire, il n'y a pas de locaux universitaires. Et c'est dans l'ancien collège des Jésuites que l'on installe initialement les enseignements universitaires. J'avais quelques diapos, je parle et je n'ai pas montré, c'est évidemment le portrait de Fourier. Jean-François Berriat-Saint-Prix, professeur de droit civil, Champollion, donc le collège des Jésuites, qui est le lieu de l'école centrale, au Lanton.
les premières installations sont extrêmement difficiles. S'agissant de la faculté de droit, c'est dans l'aile la plus septentrionale de l'ancien palais du Parlement, là où il y avait la Chambre des comptes, que se trouve, qu'est installée la faculté de droit, l'école de droit en 1806 et la faculté en 1808. Dans la partie qui est en retrait, sur ce plan, des parties du bâtiment qui ont aujourd'hui disparu, et la faculté est installée là avec le soutien de Fourier au second étage. Il y a 3 salles, il y a un petit cabinet. L'idée, c'est que le droit est proche, l'idée est proche de la faculté est proche de l'endroit où on exerce la justice. Donc il y a une cohérence. On est bien là, en plus, dans l'usage pratique de la formation. On forme des futurs juristes là où ensuite ils vont exercer leur métier. Pour les 2 autres facultés, c'est plus difficile, parce qu'il n'y a aucune structure pour les accueillir véritablement, aucune institution. Et puis il se pose donc plusieurs problèmes. L'école de droit est antérieure. Après, on crée la faculté des lettres, la faculté des sciences. Le souhait du recteur, c'est de regrouper tout ça. Mais il n'y a pas de locaux à Grenoble pour regrouper l'ensemble de ces bâtiments. Il y a un second problème. Le second problème, c'est qui paye. Qui paye l'installation de ces nouvelles facultés. Le recteur pose la question, il est indispensable d'avoir sur ces objets des instructions les plus précises et de pouvoir s'étayer des lois, règlements et lettres ministérielles qui peuvent les renfermer. Et là, le relais, c'est Fourier. Il est le représentant de l'État, et c'est lui qui est le relais avec l'État pour savoir comment on fait, comment on choisit, qui paye. Et le préfet, comme arbitre, précise d'abord, s'agissant du financement, en fonction des règles et des relations qui lui sont données par ces autorités de tutelle, que conformément au grand maître de l'université, c'est au frais des villes que les bâtiments doivent être aménagés et qu'ils doivent être meublés, pourvus de chaises, de bancs, de pupitres qui sont indispensables. Pour l'emplacement, Fourier demande à la ville de Grenoble de mettre en place une commission chargée de rechercher provisoirement dans la ville un bâtiment où l'on pourrait rencontrer les salles et d'autres distributions qui pourraient convenir à l'emplacement des académies. Alors il y a une possibilité qui est évoquée par le recteur Pal, qui est le couvent des Dominicains au centre de la ville. Le couvent des Dominicains, il est à proximité de la place Grenette, donc je vais grossir ce plan qui est de la fin du XVIIIe siècle. C'est ce bâtiment-ci, qui est indiqué ici comme celui des Jacobins. C'est un couvent qui se trouve approximativement à l'emplacement de l'immeuble Monoprix, rue Phyllis de la Charce, etc. Et ce bâtiment est un ancien couvent qui est relativement important et qui a été récupéré par la ville comme bien national en 1791. Le recteur y voit une possibilité d'aménager, la ville ne veut pas. Alors la ville met en avant toutes sortes d'arguments qui ne sont pas totalement infondés. La ville a transformé ça en halle publique d'une part, et elle a loué la plupart des bâtiments à des commerçants, à des négociants, elle y installe des écoles de garçons et de filles, et elle dit la cohabitation avec le marché, avec les halles, c'est pas possible pour l'université, sur quoi pas tout à fait tort, la suite le prouvera, mais en réalité la raison profonde c'est la perte financière, parce que la ville loue tout ça, et ce bâtiment lui rapporte de l'argent. Et Fourier n'est pas en capacité d'imposer ce choix, malgré les quêtes successives du recteur. Alors, si le droit reste au palais, les autres bâtiments, tout ça reste dispersé. La faculté des lettres est installée à l'hôtel de Marcieux, ce bâtiment qui est installé donc rue... qu'est-ce que je dis mais c'est rue Général Marchand. Rue Général Marchand, qui est une belle ville située à proximité des remparts de la ville. On déloge là, enfin, si je puis dire, on fait sortir une loge de francs-maçons pour installer la faculté des lettres. Et après 6 mois de travaux, on installe la faculté des lettres. Le recteur s'installe en dessus, dans un appartement en dessus de celui-ci. Pour la faculté des sciences, c'est plus compliqué. Pour satisfaire le recteur, la municipalité propose d'abord un bâtiment qui se trouve justement en face, un vieux bâtiment qui se trouve en face de cet hôtel de Marcieux, où l'on propose d'installer les cours de physique, de chimie, d'histoire naturelle, de mathématiques, etc. Et la conclusion de la commission municipale explique que finalement, ça serait bien, l'enseignement serait ainsi placé dans la plus belle rue de la ville, dans un local attenant à une promenade publique et joignant le lycée, de manière qu'on peut dire que tous les éléments d'instruction publique se trouveraient réunis dans un même espace, sans perdre de temps, les élèves pourraient mettre à profit. Donc le lycée d'un côté, les lettres, les sciences de l'autre côté. Le problème, c'est que ça ne marche pas très bien et qu'un mois plus tard, qu'on n'arrive pas à aménager ce local, et qu'un mois plus tard, le maire fait la proposition d'installer provisoirement
la faculté des sciences dans la salle de la bibliothèque publique et du cabinet d'histoire naturelle. Pardon, ça c'est Jean Paul Léon. Ça, c'est l'entrée de la bibliothèque publique, dans ce qu'on appelle le passage du lycée. C'est sur le passage qui va depuis la place Jean Achard à la rue Raoul Blanchard, ce passage-là. Donc juste avant, vous avez une cour, et dans cette cour, vous avez donc cette entrée qui est l'entrée ancienne, qui date du XVIIIe siècle, de l'ancienne bibliothèque publique qui a été créée en 1772 à Grenoble. Et la ville explique combien cet aménagement serait tout à fait fructueux pour la faculté. La salle de lecture est suffisante, c'est un peu long mais c'est assez rigolo. La salle de lecture est suffisante pour contenir 60 personnes. Elle est parfaitement éclairée. Elle est garnie de bancs et de tables. Il existe à côté de cette salle un cabinet également éclairé dont messieurs les professeurs feraient leur vestiaire. L'escalier du bibliothécaire servirait pour établir les communications pour les cours de physique et de chimie. Monsieur Billon, professeur de physique et de chimie, ferait ses cours dans le cabinet d'histoire naturelle les mercredis, samedis, de 8 à 4h30. Une balustrade séparerait la partie où il professerait d'avec celle où sont les auditeurs. Je ferai mettre à sa disposition un cabinet éclairé qui est au fond de la salle et qui pourrait lui servir de vestiaire et contenir des vases. Et je ferai également mettre à sa disposition une demi-armoire vitrée pour y déposer les machines les plus fragiles. On mettrait dans une des embrasures des fenêtres des tablettes sur lesquelles on pourrait déposer différents objets. Un poêle échaufferait la salle. Ils sont sympas, ils font même chauffer le bâtiment. Je vous prie, monsieur, d'observer, c'est une lettre qui est adressée au recteur, je vous prie, monsieur, d'observer qu'il n'est peut-être pas de local plus convenable pour le professeur de chimie que celui que je viens d'indiquer, puisqu'il contient une immense collection de minéraux classés avec le plus grand ordre et mis en évidence. Les élèves n'auraient qu'à parcourir une partie de la bibliothèque publique pour y arriver. On mettrait encore à la disposition du professeur un logement situé au rez-de-chaussée et actuellement destiné aux concierges du musée et qui communique avec le grand escalier de la bibliothèque. On construirait un fourneau pour y faire les préparations. Ainsi est logée la faculté des sciences dans ses débuts en 1811. En réalité, cette situation est totalement insatisfaisante pour tout le monde, insatisfaisante pour le recteur, pour les facultés. Le recteur se plaint de l'isolement des facultés les unes par rapport aux autres, qui est nuisible à leur succès, explique le recteur. Il serait avantageux de pouvoir les réunir dans un même local. À la faculté des lettres, il y a un développement, je ne dirais pas un gonflement, parce qu'il n'y a jamais beaucoup d'étudiants, pas plus d'ailleurs qu'à la faculté des sciences, jusqu'au milieu du 19e. Mais on se plaint de l'insuffisance des locaux. En droit, les magistrats se plaignent du bruit que font les étudiants à côté du tribunal. Ils disent que ce n'est pas possible. Et en sciences, c'est pire que tout, parce qu'en fait, la faculté des sciences ne peut fonctionner qu'aux heures de fermeture de la bibliothèque. Parce que quand la bibliothèque publique est ouverte au public, il ne peut pas y avoir de cours. Donc c'est forcément dans l'entrelac de ces éléments-là. Quant à la faculté des sciences, vous le savez, et c'est à nouveau, là c'est le recteur qui se plaint au maire. Quant à la faculté des sciences, vous savez, monsieur le maire, que vous n'avez pu lui procurer provisoirement qu'une salle dépendante de la bibliothèque publique et que, d'un côté, les leçons qu'on y donne gênent le service de la bibliothèque puisqu'elles ont lieu dans une salle de lecture, tandis que, d'un autre côté, cette salle est peu convenablement disposée pour les leçons, qu'il est impossible d'y faire des expériences de physique et de chimie sans la dégrader entièrement, et qu'en s'abstenant même de faire des expériences qui seules peuvent rendre les cours intéressants, la salle ne peut que souffrir, et a déjà beaucoup souffert, de la présence habituelle des élèves. Donc, on est vraiment dans une situation complètement étouffante, et dès les premières années, on cherche en fait autre chose. Et on revient au projet initial. On revient au projet initial, c'est-à-dire le couvent des Dominicains, ce qu'on appelle désormais la halle, qui a été acquis par la ville. Et la situation change en 1813 parce qu'une loi de 1813 précise que les biens confisqués pendant la Révolution doivent être remis au domaine, sauf s'ils ont un usage public. Et la ville dit, si je veux pouvoir garder ça, il faut que j'en mette une partie au service du public. Et donc la ville accepte de céder une partie de la halle aux facultés, pour pouvoir garder la maîtrise de l'ensemble. Et c'est ce qui est décidé. Et le 9 mars 1816, le ministre des Finances donne son accord. Le 9 mars 1816, Fourier est déjà parti, j'en redirai 2 mots, pour que les différents bâtiments soient transférés dans cet élément, dans cette aile de la halle. Alors vous avez ici une aile qui est l'aile nord. À droite, vous voyez ce qui était la halle véritablement. Et le bâtiment, la partie que vous avez devant vous, c'est la rue Phillis de la Charce. C'est la rue Phillis de la Charce. Dans ce bâtiment, la faculté des sciences occupe le rez-de-chaussée de l'angle qui est opposé à celui que vous voyez là. C'est-à-dire qu'en fait, l'angle qui est en face, à l'angle de la rue Phillis de la Charce et de la rue de la République actuellement,
Là, vous avez un magasin qui s'appelle Burton of London. C'est la faculté des sciences. Les premiers occupants de la faculté des sciences au début, enfin à partir de 1816. À l'étage supérieur, au premier étage, il y a la faculté de droit. La faculté des lettres, on n'en parle plus, puisqu'à cette date-là, elle a été supprimée. Le dernier élément que je voudrais évoquer dans ce contexte de naissance de la faculté et en même temps du rôle qu'a pu y jouer Fourier, c'est la fragilité de cette institution. La fragilité de cette institution universitaire par la modestie de ses effectifs, sauf pour la faculté de droit où les effectifs sont quand même relativement substantiels, mais par les menaces permanentes qui pèsent sur ces facultés. Et notamment parce que le fait qu'elles sont nées dans le contexte impérial, soutenu par l'Empire, voulu par l'Empire, soutenu par Fourier, et ça n'est pas non plus sans importance que c'est au moment où Fourier part que les malheurs commencent à arriver. Premier élément, d'abord en février 1815, quand la monarchie revient, le premier projet monarchique, c'est de supprimer les facultés. Supprimer les facultés créées sous l'Empire, et une ordonnance royale donc, qui prévoit un retour aux universités régionales existant sous l'Ancien Régime. Et parallèlement, on voit à Valence le conseil municipal qui évidemment explose de joie en disant « mais on va pouvoir rétablir notre ancienne université à Valence, dont on avait été privé par la Révolution. Grenoble, profitant des circonstances qui pouvaient la favoriser sous le dernier gouvernement, a enlevé à Valence son école et son régiment d'artillerie, celui où Bonaparte justement a été formé, et son université. » Alors ça change évidemment parce que cette année 1815, elle est assez bouleversée. Avec le retour de Napoléon, l'accueil chaleureux qu'on fait à Grenoble à Napoléon, même si vous le savez, Fourier organise l'arrivée de Napoléon, mais une fois qu'il a organisé l'arrivée de Napoléon, il s'en va parce qu'il ne veut pas cautionner les 100 jours. Donc, mais Napoléon est accueilli en héros à Grenoble, les officiers, les étudiants sont là, enfin l'université, le corps largement de l'université adhère à cette arrivée. Mais passé les 100 jours, évidemment, c'est le retour de bâton. Et le roi... Alors, dans ce retour de bâton, le roi renonce à son premier projet, c'est restaurer les universités impériales, mais on décide de faire le ménage. On décide de faire le ménage et les facultés grenobloises sont à cet égard extrêmement meurtries. Premier élément à subir cette sanction, la faculté des lettres. La faculté des lettres est supprimée le 31 octobre 1815 pour fait d'économie, en réalité pour fait de bonapartisme. Pour la faculté des sciences, le risque est comparable. La faculté est menacée, mais la faculté surveille la sanction. Certains de ses professeurs, un de ses professeurs, en tout cas l'un des trois, le professeur de physique, Billon, qui a été commissaire général de la Fédération du Dauphiné, est lui suspendu. Donc elle est affaiblie dans son personnel. La faculté de droit, de la même façon, est affaiblie. Jacques Barrias-Saint-Prix est suspendu. Et l'année suivante, en 1816, c'est Jean-Paul Didier, qui a été le premier doyen de cette faculté, qui est compromis dans une tentative une conspiration insurrectionnelle, et qui finalement est arrêté et guillotiné l'année suivante, en 1817. Et la menace continue à peser sur la faculté de droit. En 1817, donc en mai 1817, le procureur général Achard de Germanne et le nouveau préfet, successeur de Fourier, Casimir Guyon de Montalivo, j'ai oublié ça, c'était le plan de la faculté on ne le voit pas très bien, le plan de la halle où se trouvait la faculté des sciences au rez-de-chaussée. Donc le préfet de Montalivo, successeur de Fourier, à partir de juillet 1815, demande au ministre de l'Intérieur de mettre fin à la faculté de droit. On ne peut différer davantage à prendre des mesures efficaces pour faire disparaître du milieu de notre ville ce levain anarchique. C'est quand même rigolo de parler des juristes comme d'un levain anarchique, mais c'est comme ça. Nous demandons la suppression de la faculté de droit. Et en juin 1817, le recteur de l'Académie informe le doyen qu'il est question de demander cette translation de l'université ailleurs en raison des oppositions manifestées par les étudiants. De fait, l'université est supprimée en 1821, et pendant 18 mois, la faculté des sciences reste la seule faculté présente à Grenoble. Celle de lettres a été supprimée, celle de droit est supprimée. Elle est rétablie en 1824. Guizot, dans ses mémoires, justifie tout ça en disant que Grenoble avait été le berceau des 100 jours. On crut nécessaire, écrit Guizot, de frapper fort le bonapartisme dans le lieu où il avait été créé. Alors, je vais terminer là-dessus, mais il est singulier de remarquer que les facultés grenobloises que Fourier a contribué à installer, il n'est pas le créateur de ces facultés, mais il contribue au nom de l'État à installer à Grenoble ces facultés, péchèrent le retour à l'ordre ancien et d'une certaine manière au départ de Fourier. Quand Fourier s'en va, il n'y a plus de rempart en quelque sorte pour ces facultés, et il faut attendre
les années 1830 et même plutôt 1850 pour que renaisse véritablement une véritable activité universitaire, facultaire en tout cas, à Grenoble. Je vous remercie. J'ai quand même mis Fourier dans mon titre en honneur à la soirée, enfin à la journée, mais bon, c'est bien la première fois que je parle de Fourier quand je parle, même s'il est toujours sous-jacent avec cet analyseur à flamme manométrique que je vais vous présenter maintenant, qui est donc un instrument dont on a la chance d'avoir un bel exemplaire au Gipsalab. Moi, je suis Corian de Villain et je travaille au Gipsalab. Alors, qu'est-ce que c'est que cet analyseur à flamme qui trône depuis hier donc, dans les couloirs devant l'amphi, qui intrigue pas mal les gens. J'ai vu beaucoup de photos prises. C'est vrai qu'il est très beau. En plus, on a la chance d'avoir un technicien qui était à la retraite, qu'on a ressorti avec grand plaisir. Il est là-bas, qui nous a briqué cet analyseur qui est tout brillant, donc il attire le regard. Merci Alain. Je te citerai encore après dans les remerciements. Et voilà, donc moi je vais vous parler maintenant d'un appareil qui s'inspire, dans sa partie d'analyse d'un son, des principes développés par Fourier dans l'analyse fréquentielle d'un signal. Donc je vous présente plusieurs personnes dans ce premier transparent qui vont être un peu des figures qu'on va retrouver tout au cours de la présentation. Et le premier qu'on va présenter, c'est M. Rudolf Koenig, ici présent. Les autres arriveront après. Alors, Rudolf Koenig, c'était quelqu'un d'assez intéressant. Déjà, bon, il est né en Allemagne en 1830. Il a fait des études dont je ne sais pas exactement à quoi elles ont consisté, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est intéressé grandement à l'acoustique et à la construction d'appareils. Il est arrivé à Paris en 1851 et il a travaillé chez un luthier qui est très célèbre, enfin toute la famille de luthiers des Vuillaume est très célèbre à Paris. Si vous allez à la Cité de la Musique, je crois qu'il y a une double contrebasse, il y a un truc énorme avec un trépied, il faut monter sur un trépied pour pouvoir l'actionner, construit par Vuillaume. Et en tout cas, il a été apprenti chez Vuillaume. Et puis, assez rapidement, en 1858, il a fondé son entreprise de fabrication d'appareils acoustiques. Et il a mis au point, il a réalisé tout un ensemble d'instruments qui couvraient des domaines assez différents, mais qui étaient tous centrés sur l'acoustique. Alors, c'était de l'analyse ou de la production de son. Donc, il y a une très belle sirène ici. Ouais, super. Quelque part là. Une sirène qui est très jolie, qu'on a la chance d'avoir dans notre collection, dont je parlerai plus tard. On ne sait pas exactement comment elle marche, mais elle est très belle. Elle a été vendue par Koenig. Et voilà. Et donc, il a passé sa vie à construire des appareils et à discuter, enfin, à essayer de comprendre le fonctionnement physique et acoustique de ces appareils. Donc, il a laissé des traités sur les expériences d'acoustique qu'il a pu faire. Et donc, c'est intéressant pour nous parce qu'on a à la fois un catalogue, c'est un vendeur d'instruments, donc on a le catalogue avec tous les instruments qu'il a fabriqués, mais on a aussi le côté un peu scientifique de à quoi ça servait, comment ça marchait, etc. Donc, voilà, je vous engage à aller jeter un œil. Vous avez plein de... Sur Gallica, là, qui est la Bibliothèque nationale de France, vous pouvez trouver des versions, des expériences d'acoustique de Koenig. Et entre autres, dans sa carrière, il a été le fabricant attitré d'un très grand physicien qui s'appelle Hermann von Helmholtz, que tout le monde, je pense, connaît, puisqu'il a travaillé sur énormément de champs, dont l'acoustique. Les notions de résonance en acoustique, c'est Helmholtz qui les a vraiment théorisées. Et Helmholtz commandait à Koenig ses résonateurs, dont on va parler par la suite, quand je vais vous présenter un peu cet analyseur. Et il lui commandait ces résonateurs en laiton gradué. Alors, vous en avez ici une jolie illustration. Et donc, Koenig, c'était quelqu'un d'assez ingénieux. Vous allez pouvoir vous en rendre compte par la suite quand on va décrire un peu le fonctionnement de son analyseur. Il est là. Donc, l'analyseur que vous avez dans le couloir, c'est cette jolie pièce donc, qu'on peut décomposer en 3 niveaux, si on veut. Il y a un premier niveau ici qui sert à l'analyse proprement dite des sons. C'est ce qu'on appelle des résonateurs de Helmholtz, je vais les décrire un peu plus précisément, mais il y en a un certain nombre qui ont toutes une taille différente. Et plus un résonateur est gros, plus il résonne à une fréquence basse, et plus il est petit, plus il résonne à une fréquence haute. Donc comme ça, en allant d'un plus gros à un plus petit, on couvre une zone de fréquence à analyser. Deuxième étage, la partie conversion d'une vibration, parce que oui, il s'appelle analyseur à flamme manométrique. Alors il y a des flammes quelque part, et cette flamme, c'est l'ingéniosité de Koenig, on y reviendra. C'est le fait qu'on va rendre visibles des vibrations sonores invisibles. Et ça se fait grâce à des flammes. Et donc ce deuxième niveau, c'est un niveau qui permet de convertir
la vibration d'acoustique d'air invisible en vibration de flamme visible. Et troisième niveau qui est comment visualiser la vibration de ces flammes. Donc ça, c'est pour expliquer de façon assez générale. Et maintenant, on va rentrer un peu dans les détails de chacun de ces niveaux. Alors, M. Koenig, dans son livre de quelques expériences d'acoustique, décrit un peu l'intérêt d'utiliser les résonateurs de Helmholtz. Donc, Helmholtz, il est là. Il arrive ici. Et donc, les résonateurs de M. Helmholtz qui servent à l'analyse du timbre par l'oreille. Il faut dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'enregistreur de son très précis. Donc, pour savoir si un son contenait telle ou telle fréquence, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un de ces cylindres et puis ils les mettaient au bout de leur oreille. Il y avait un trou à l'arrière. Là, on voit ici qu'il y a moyen de mettre un tuyau, mais si on met l'oreille à cet endroit-là, c'est un peu comme le coquillage et on entend la mer, c'est un peu le même principe, sauf qu'on va entendre une fréquence de façon très très importante par rapport aux autres. C'est une fréquence qui s'appelle la fréquence de résonance du résonateur que M. Helmholtz a théorisée. Il en a mis une belle équation, enfin c'est une belle équation développée par Helmholtz, qui dit que la fréquence de résonance correspond à l'ouverture, la surface de cette petite ouverture, avec un rapport au volume du résonateur. Gros, plus un résonateur est élevé, plus la fréquence est basse, plus l'ouverture est grande, plus la fréquence est haute, etc. Donc voilà. Donc les résonateurs, c'est un peu la base, c'est ce qui va capturer l'énergie acoustique à une fréquence particulière en fonction de la taille du résonateur. Le deuxième niveau, c'est l'invention vraiment de Koenig. Alors j'en ai amené un exemplaire que je pourrais vous montrer tout à l'heure. C'est ce qu'il a appelé la vanne ou la capsule manométrique. Alors, qu'est-ce que c'est cette capsule manométrique? Alors si vous avez la patience de lire, vous pouvez dire ça. Ça, c'est comment Koenig, lui, explique un peu comment ça marche. Mais moi, je vais l'expliquer de façon un peu plus simple. Donc l'idée, c'est de dire qu'on va avoir donc, du gaz qui va arriver par un tuyau ici et qui va ressortir par ce brûleur ici avec une petite flamme qu'on va allumer qui va se trouver là. Et ce gaz, bon, il vient d'une bouteille qu'on va mettre en amont et il va avoir un débit qui a une certaine valeur, mais qui va être modulé par une membrane souple qui est fixée à l'extérieur de la capsule ici. Et cette membrane, elle va être connectée à un résonateur de Helmholtz, c'est-à-dire que quand il va y avoir du son capturé par un résonateur, ce son va être transmis à l'arrière de la membrane et va faire vibrer à l'arrière de la capsule, va faire vibrer la membrane, et ça va moduler le débit du gaz. Et donc la flamme résultante va être modulée aussi en hauteur. Et donc ça permet de convertir une vibration acoustique invisible en une vibration lumineuse visible. Alors, oui, sauf que les sons, vous savez sûrement que les sons en général qu'on perçoit, c'est que l'oreille humaine, elle est capable de percevoir de 20 Hz à 20 kHz dans l'absolu. En gros, quand on commence à avoir quelques années, on commence à avoir une audition un petit peu limitée. Mais en disant qu'à partir de 100, 200, 300 Hz, il y a beaucoup d'informations. Et qu'une flamme qui vibre à 300 Hz, c'est-à-dire 300 vibrations par seconde, on ne la voit pas à l'œil nu. L'œil n'est pas fait pour voir une vibration aussi rapide. Et donc, on n'a pas l'impression que la flamme vibre. Et vous verrez tout à l'heure, dans la démonstration, que même si le résonateur capture du son, la flamme, on ne la voit pas vibrer d'elle-même. Pour la voir vibrer, il va falloir utiliser un troisième dispositif. Avant de venir à ce dispositif, je vous fais juste un petit récapitulatif du principe, parce que je l'avais fait pour vous l'illustrer, c'est très plus simple. Donc vous avez le son qui arrive à l'entrée de votre résonateur, donc qui est diffusé devant. Un résonateur, qui est accordé à une fréquence en fonction de sa géométrie, va capter un son présent en amont, s'il est présent, et s'il le capte, ça va être transmis à l'arrière de la vanne manométrique, et donc va faire vibrer la flamme. Ça, c'est clair? OK. Donc le troisième niveau, c'est comment on va faire pour visualiser ces flammes, sachant qu'elles ne sont pas vraiment visibles. Enfin, on ne va pas voir l'oscillation à l'œil nu, parce que c'est trop rapide et que l'œil n'arrive pas à visualiser ça. Et donc là, c'est un troisième dispositif qui est le miroir tournant, que vous voyez ici. Donc ce miroir tournant, il a comme intérêt de d'étaler l'image de la flamme. Et donc on ne va pas regarder la flamme directement, mais on va la regarder à travers ce miroir. Et donc au lieu d'avoir une flamme verticale, on va avoir un trait horizontal. Et là, vous voyez dans cette représentation que là, il y a 4 flammes qui sont présentes. Bon, là, c'est une image fixe, on ne voit pas grand-chose, mais on voit que ça, c'est l'image de ce qu'on voit à travers le miroir. Donc c'est un trait plutôt plat. Là, il y a des petites oscillations, mais très très limites. Là, c'est encore plat, mais là, par contre, celle-là, on voit qu'il y a une sorte de hachure comme ça. Et c'est vraiment la flamme donc, qui doit correspondre à cette flamme-là, qui vibre sous l'action d'une onde qui est présente à cette fréquence-là.
Ça vous va? Bon, on verra une démonstration. Alors là, c'est la théorie, vous verrez la pratique. Hier, ça marchait à peu près, on verra aujourd'hui. Alors, pour un peu rentrer rapidement, je ne sais pas du tout combien j'ai de temps, vous me dites, hein, parce que... donc l'idée, oui, c'est que j'ai de la chance, comme je finis, j'ai pu profiter d'une demi-heure ici, puis après, j'ai encore tout le temps que je veux pour devant la machine, donc vous pourrez me dire. Donc l'idée, c'est que cet analyseur, bon, moi je trouve que c'est, enfin on est tous à trouver que c'est une idée assez géniale de pouvoir visualiser une onde invisible avec une flamme qui est visible. Et ça paraît très intéressant. Donc c'est un analyseur en temps réel du contenu fréquentiel des sons. Il a quand même un gros défaut, c'est son côté un peu qualitatif, c'est-à-dire que bon, on voit des flammes qui vibrent, donc ça permet de dire qu'à tel instant il y a telle fréquence qui est présente, mais pour mesurer si c'est plus ou moins présent, si la fréquence, enfin l'amplitude à cette fréquence est plus ou moins importante, ça reste un peu compliqué. Et il y a un problème principal, c'est comment fixer en fait les résultats qu'on obtient. Alors Koenig, il avait une belle description, il disait bon en gros, moi je vois quelque chose, je demande à un dessinateur professionnel de venir avec moi. Il me fait des dessins, on vérifie que ce qu'il a fait correspond à ce que j'ai vu, puis si c'est bon, ben, on dit que c'est ça. Et donc, c'est une façon d'inscrire la décomposition fréquentielle du son. Et donc là, vous avez une petite illustration dans son bouquin. Oui, alors on ne voit pas clair, mais ça, ce sont les voyelles du français. OU, O, A, E, I. Là, ce sont en ordonnée, ce sont les fréquences. Et voilà, il y a des très jolis dessins qui montrent le type d'ondulation qu'il peut y avoir à telle fréquence. Mais bon, en gros, on comprend bien que c'est un analyseur qui reste un appareil de mesure très qualitative. Et ça explique que dans l'histoire des sciences, il n'a pas une place non plus exceptionnelle par ce manque-là. Et donc, il a été conçu, j'ai oublié de le dire, je crois, il a été conçu, la flamme manométrique, elle a été brevetée en 1860. En gros, c'est un appareil qui a dû fonctionner des années 1880 jusqu'au début du 20e, 1910, 1915. On verra que le laboratoire, mon laboratoire, dont je vais vous parler, l'a acquis dans les années 1908-1909. C'est un bel appareil de présentation et de pédagogie, mais d'un point de vue purement recherche, analyse du fréquentiel, ça manquait un peu de quantification. Alors pourquoi on a cet appareil? Pourquoi j'ai la chance de venir ici aujourd'hui vous présenter cet appareil? C'est que je suis dans un laboratoire, le GIPSA, qui est le témoin, qui est un ancien descendant d'un institut de phonétique qui a été créé à Grenoble en 1904, qui était l'Institut de phonétique de Grenoble, et qui est témoin de l'émergence d'une discipline scientifique à la fin du 19e siècle qui s'appelle la phonétique expérimentale. Donc un autre personnage important dans l'histoire de la phonétique expérimentale, c'est ce monsieur qui est l'abbé Rousselot, qui est le principal instigateur, principal développeur de la phonétique expérimentale en France. Il a écrit un traité, Principe de phonétique expérimentale, qui a été pendant plusieurs dizaines d'années la référence. Et la phonétique expérimentale, elle a émergé à la fin du 19e siècle, grâce à l'avènement des techniques un peu expérimentales, de mesure, etc., pour observer, pour mesurer, pour quantifier les phénomènes physiques mis en jeu dans la production des sons de parole. Donc là, vous avez une très belle illustration d'un ensemble, d'un appareillage autour donc, de quelqu'un qui produit des sons. Alors on lui pose plein d'outils de torture pour mesurer l'ouverture de sa bouche, la pression dans son nez, éventuellement le mouvement de sa langue, etc. Et ces mouvements-là sont inscrits avec un appareil assez ingénieux aussi qui s'appelle un kymographe, dont on a un exemplaire dans notre collection qui ne marche pas trop bien. C'est notre prochain objectif de restauration. Mais ce kymographe est un appareil qui permet d'enregistrer conjointement les différents signaux émis quand on produit des sons de parole. Et donc c'est un emblème de cette nouvelle discipline qui a émergé. Et à Grenoble, donc, en 1904, il y a eu une sorte de volonté. Alors, je ne connais pas vraiment les tenants, enfin, pourquoi ça s'est fait comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un comité qui s'appelle le comité de patronage des étudiants étrangers, qui était donc issu des industriels de la région grenobloise, qui se sont dit on va attirer les fils et les filles des patrons de nos collègues avec qui on fait des affaires à l'étranger. On veut les attirer à Grenoble. Alors, qu'est-ce qu'on a à Grenoble? On a des montagnes. On a une université des sciences. Et puis, mais il nous manque quelque chose pour l'enseignement des langues. On n'a pas grand-chose. Et donc, on va mettre en place un institut qui va enseigner les langues avec une nouvelle méthode qui vient de sortir, qui est la phonétique expérimentale. Et donc, en fait, ils recrutent un directeur qui s'appelle Théodore Rosset. Et le but, c'est d'enseigner les langues aux étudiants étrangers avec une méthode qui est basée sur la phonétique expérimentale. Et donc, Théodore Rosset, en 1904, il achète avec son budget un certain nombre d'instruments dont il dote, qu'il achète pour son institut. Et parmi ces instruments, il y a cet analyseur à flamme manométrique. Donc, je vous dis,
Donc là, vous avez une belle photo de l'Institut qui était vers la rue Trécloître, enfin rue Trécloître d'ailleurs. Donc Théodore Rosset est là. Un certain nombre d'instruments. Là, c'est une plaque de verre qu'on a la chance d'avoir conservée. On voit, c'est un peu flou, mais on voit l'analyseur qui est ici, au milieu. Et puis, une belle photo aussi des joies grenobloises qui faisaient que les étudiants venaient pour apprendre les langues, mais ils allaient aussi visiter la région. Et donc, on a Théodore Rosset qui est ici, je crois, avec tous les étudiants qui sont venus passer un petit peu de bon temps à la montagne. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au Gypsalab, 100 ans après Théodore Rosset, on a la chance, on continue à étudier les mécanismes impliqués dans la production de la parole, la discipline qu'on appelle la phonétique, qui a toujours un fondement très expérimental. Et je vous ai mis une petite chronologie un peu de comment ça se passe au niveau institutionnel. Donc de l'Institut de phonétique de 1904 qui s'est uni en 1861 avec le laboratoire de la communication parlée pour former l'Institut de la communication parlée en 1983, qui elle-même s'est alliée avec le laboratoire d'images et de signaux et le laboratoire d'automatique pour former le Gypsalab en 2007. Et donc plus de 100 ans après, on continue à faire de la phonétique expérimentale, pas avec les mêmes appareils, la preuve, mais on a la chance de conserver dans une salle, la salle Théodore Rosset, un certain nombre d'appareils issus de l'Institut de phonétique qu'on a pu conserver. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous voir. Salle C09, bâtiment Stendhal. On a réalisé un film qui explique le fonctionnement de l'analyseur que Hervé a mis sur un ordinateur devant l'analyseur. Donc pour ceux qui ne pourront pas voir la démo, il y a un petit film explicatif. C'est pas toi qui l'as fait. Pas toi qui l'as mis devant. Mais en tout cas, ça ne marcherait pas, mais si. Là, ça marche, j'ai vérifié. Et on a aussi écrit avec des collègues, on a édité avec Louis Jamboué, qui était un collègue éminent dans l'histoire des sciences de la phonétique, un bouquin sur un siècle de phonétique expérimentale que vous pouvez consulter. Je ne sais pas si la bibliothèque, Francesca, je ne suis pas sûr, mais il y a des choses intéressantes sur les méthodologies expérimentales en phonétique, mais qui font appel à des théories mathématiques, etc. Et pour remercier enfin, donc merci à Alain qui est sorti de sa retraite pour venir nous restaurer l'analyseur, et puis tous les collègues qui sont ici, les collègues du labo, le GIPSA qui nous soutient beaucoup et qui nous permet d'avoir des moyens pour faire ces restaurations. Et je tiens à préciser aussi que depuis début octobre, il y a une personne qui a été recrutée par l'université, enfin sur des fonds IDEX, qui s'appelle Elia, et qui est une assistante de projet patrimoine scientifique et qui va permettre à tous les gens des labos de valoriser du patrimoine scientifique qui traîne dans des caves, dans des armoires. Donc n'hésitez pas, si vous avez un vieil analyseur de Koenig qui traîne dans un placard, il faut appeler Elia et lui dire « j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais ?» Alors je parle d'analyseur, c'est une blague, mais si vous avez de la documentation, il ne faut pas hésiter. Je crois que j'ai fini. Voilà, j'ai fini. Merci. Et donc la suite, c'est la démo.